Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans le monde et dans l'univers de Maze Brothers. Que vous soyez classé dans la catégorie humain, cyborg ou machine, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce nouveau co-watch Allociné en partenariat avec la plateforme BIM. Et en ces temps de confinement et de distanciation sociale, je ne sais pas pour vous, mais nous on est très contents de se retrouver pour une séance de cinéma toutes et tous ensemble, en attendant et en espérant pouvoir retrouver les vraies salles dans un futur qu'on espère le plus proche possible. Alors en parlant de futur, ça me fait une transition toute trouvée pour vous parler du co-watch du soir. Cyborg Deadly Machine, vous voyez ce magnifique visuel affiché sur votre écran, un hommage passionné et très réussi au film de science-fiction de notre enfance par le collectif Maze Brothers. Si vous avez grandi dans les années 80-90, si vous avez la nostalgie de cette patte 80s, si vous adorez Terminator, Aliens et Cyborg avec Jean-Claude Van Damme, est-ce que dans le chat, il y a des gens qui aiment Cyborg avec Jean-Claude Van Damme? Manifestez-vous, les gens qui aiment Cyborg avec Jean-Claude Van Damme. Oui, voilà, ça c'est des gens qui ont du goût. Bref, normalement, vous allez passer une très très bonne soirée. Et si vous n'aimez pas tout ça, je dois vous dire que la tribu réunifiée a voté. Ça s'entend, c'est irrévocable. Il faut quitter ce co-watch tout de suite, maintenant, car cette soirée risque de ne pas vous plaire. Alors, avant d'accueillir le réalisateur du film, Mathieu Caillère, pour une petite intro, un petit mot sur le co-watch pour vous expliquer ce qui nous rassemble ce soir. C'est quoi un co-watch? Alors, du latin co-watchum, co-watcher, co-watchis, co-watch signifie regarder ensemble. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, comme le disait le philosophe. C'est donc une séance unique, en ligne, en direct, toutes et toutes ensemble, sans replay, replay, pas replay d'Aliens, sans replay, replay pour revoir les choses. C'est donc vraiment un moment qu'on va partager, qui n'existera que pour nous, et une salle de cinéma qui permet d'accueillir des spectateurs et des spectatrices de partout, de toute la France, de toutes les régions, de toutes les villes, peut-être même du monde entier. Est-ce que vous pouvez nous dire, le chat, d'où vous venez? On a envie un petit peu de savoir, ce co-watch a rassemblé des gens de Paris, des gens de Reims, d'Auvergne, du Var, du Sud-Ouest, ça fuse, Toulouse, Pau, Berlin, Lyon, Toulon. Bienvenue à toutes et à tous. Il est temps d'accueillir le réalisateur de notre film du jour. Je le connais depuis quasiment 10 ans maintenant. Nous avons collaboré sur des festivals de Cannes. Nous avons même joué au foot dans les couloirs du Palais des Festivals en nocturne, au point de nous faire engueuler par les vigiles de Thierry Frémaux. On vous racontera ça un jour si vous voulez. Et surtout, il a eu la gentillesse de me partager dès le début toutes ses créations avec le collectif Maze Brothers. Et dès le départ, j'ai trouvé ça génial. C'est une patte à laquelle j'ai adhéré et surtout qui m'a bluffé. Il allie le talent et l'humilité. Il serait le fils caché qu'aurait pu avoir Sarah Connor et Serge Karamazov, une sorte de John Connor qui dirait « barrez-vous, con de robot ». Ce monsieur s'appelle Mathieu Caillère et il va se brancher tout de suite en visio. Mathieu, bienvenue. Salut Johan, salut tout le monde. Comment ça va? Ravi de partager cette soirée et d'être là avec vous ce soir, donc c'est un vrai bonheur. Et effectivement, tu m'as rappelé des vieux souvenirs du festival Cannes, c'était assez drôle. Donc, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Nous sommes pour l'instant à 250 personnes connectées. Il y en a encore une bonne centaine qui va arriver, je pense. Et donc, tout le monde est au rendez-vous. C'est très, très cool. Est-ce que pour les... Alors, je sais qu'il y a quelques personnes du collectif Maze Brothers qu'on salue d'ailleurs au passage. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Des gens qui connaissent pas forcément votre collectif. Comment tu pitcherais en quelques mots, c'est quoi ce collectif? En fait, le collectif, c'est une bande de passionnés de la pop culture des années 80-90. Notre idée, c'était de partager des détournements de publicité, de fausses pubs, de fausses bandes-annonces de films, des courts-métrages, et d'injecter une dose de référence à tout l'univers cinématographique, soit du film d'action, science-fiction, le jeu vidéo, l'univers du jeu vidéo, même les figurines, les jouets, tout ça. Donc ça, c'est un peu ce qu'on propose, en tout cas, grâce à notre chaîne sur YouTube. Ça fait 4 ans maintenant qu'on sévit, on va dire. Et aujourd'hui, on en est là et on a produit un film. On a été accompagné en plus pour produire ce film qui s'appelle Cyborg Deadly Machine et qu'on vous présente ce soir. Voilà. Qui est un projet donc un peu fou, lancé il y a 2 ans. Parce que jusque-là, vous faisiez plutôt des formats courts. Et là, c'est un format long, 50 minutes. Exactement. En fait, ce projet, on l'a lancé, effectivement, on a travaillé dessus sur une bande-annonce au départ, il y a 2 ans. Et on a lancé un crowdfunding, en fait, sur la plateforme Kickstarter. Et c'est 192 contributeurs qui ont mis la main au porte-monnaie pour nous permettre de réaliser un rêve. Le rêve de faire notre film à la sauce Terminator, on va dire, c'est la grosse référence. Qui est devenu, en fait, c'est un moyen métrage, on va dire, 50 minutes, on ne sait pas trop comment. Je pense qu'on dit encore moyen métrage. Peut-être un jour ça sera le long, mais en tout cas on n'avait jamais fait un film aussi long et
voilà. C'est une belle expérience en tout cas. Et le résultat, vous allez voir, est très très cool. Juste avant de lancer le film, connais ton état d'esprit, parce que vous avez eu, juste avant le confinement, quelques projections, des avant-premières physiques. Voilà, comment tu avais vécu ça à l'époque, et là, voilà, dans quel état d'esprit tu es alors que 250 personnes s'apprêtent à découvrir ton film en direct? Eh ben, je crois que ce soit moi, et je parle au nom de l'équipe, on est chaud bouillant parce que on a eu la chance de pouvoir faire une avant-première, mais juste avant le confinement. Du coup, on a vraiment été sur la limite puisque le lendemain c'était le cas. On a eu de très bons retours et ça a été un plaisir de partager ça dans une salle. Aujourd'hui, grâce à Allociné et grâce à toi et la plateforme Watchbeam, on peut prolonger cette expérience et proposer notre film comme si on était dans des conditions d'un cinéma avec une heure de rendez-vous et une projection avec un public. Et là, c'est juste fou parce que je vois 250 personnes et on n'était pas prêts, quoi. donc ça, c'est l'état d'esprit, c'est qu'on est ravis, on est content parce que le film on peut le montrer, on peut le présenter, on peut le partager avec vous. C'est le cœur et la passion qui a ce film et l'énergie de beaucoup de personnes et on l'a fait avec de la tendresse à ces années-là, 80-90. C'est une vraie tendresse qu'on a pour ces années-là. Et je confirme, et ça se sent vraiment. Et ben, ce film, on va le regarder tout de suite. On va le partager ensuite avec toi, avec Aurélie Alloy, avec Dave Trix, avec Jérémy Vasoli qui vont nous rejoindre juste après la projection. On va lancer le film. Je vous souhaite à toutes et à tous de kiffer comme moi j'ai kiffé quand je l'ai découvert. Je n'ai que 4 mots à dire avant de lancer le film. Journée, même merde. Vous allez comprendre pourquoi. À tout à l'heure. Même jour, même merde. Je suis trop jeune pour voir ça, moi. Mange-moi ça. C'était Cyborg Deadly Machine, dédié, vous l'avez peut-être vu dans le générique de fin, à Schwarzy, Linda Hamilton, Sigourney Weaver, Stan Winston, Michael Biehn et toutes les voix VF de notre jeunesse. Ce film, je pense qu'on est tous d'accord sur le chat, leur rend vraiment hommage. Ce film, il a été réalisé pour 12 000 € à peine, grâce à 192 contributeurs. Certains sont dans le chat actuellement. 2 ans de travail, 16 jours de tournage, 8 mois de post-production, 12 flingues, une gamme de jouets, vous l'avez vu, je les veux, et 45 personnes de grand talent, dont celles et ceux qui vont nous rejoindre: Mathieu Caillère, Aurélie Alloy, Dave Trix et Jérémy Vasoli vont se brancher en visio. Et je pense que le chat leur doit des applaudissements, des GG, tout ce que disent les jeunes aujourd'hui. Vraiment, c'était très cool cette séance. Bonsoir. Alors vous êtes dans quel état là? Vous avez vu tous les jolis compliments et les réactions sur votre film. On était sur le chat. C'est très rigolo de dire tout ça en live. Oui, en plus, j'ai vu que c'est Sébastien Petitjean qui est co-scénariste et qu'on salue également et qui se fait tuer trop vite, beaucoup trop vite dans sa vie. C'est le héros dans tous les films, alors il fallait bien qu'il paye. Mais non, il disait que c'était agréable de pouvoir parler pendant un film sans faire chier tout le monde, et c'est vrai, le chat sert à ça. La première question que j'ai envie de vous poser à tous les quatre, et en commençant par nos amis comédiens, c'est question posée en plus à Peter Jackson. Vous imaginez, on l'a posé à Peter Jackson, on vous la pose à vous. Quand on avait vu son King Kong, qui était donc un film qu'il avait vu étant enfant et qu'il avait refait, donc son King Kong de 2005, on lui avait dit qu'est-ce que le jeune Peter Jackson aurait pensé de votre King Kong. Et vous, j'ai envie de vous demander, qui êtes toutes et tous des enfants des années 80, qu'est-ce que vous auriez pensé à 6-8 ans en voyant ce film? Aurélie. Moi, je crois que cette femme m'aurait bien impressionné, que j'aurais aimé lui ressembler. De mon côté, ouais, le film principal, dans sa globalité, j'aurais adoré. Surtout à 8 ans, je pense que on n'aurait peut-être pas eu le droit de rentrer dans la salle de cinéma. J'aurais dû accompagner du grand frère ou de la grande sœur. Mais c'était un surkiff. Donc oui, on s'est fait plaisir avec ce film-là à faire ce qu'on a rêvé de voir aussi ensuite de Terminator. C'est des commentaires qu'on a pu recevoir et qu'on a pu voir dans les chats et dans les retours aussi.
Et vous êtes devenus des personnages de jeux vidéo, ce qui est un rêve de tout le monde. Il y a pas beaucoup d'acteurs qui ont pu devenir des personnages de vidéo. Ça, c'est les doigts de fée de Jérémy, ça. Voilà, donc C'est un vrai cadeau. Comment vous vous trouvez en personnage de gaming avant de passer la parole à Jérémy, de savoir comment il a créé tout ça? J'ai l'impression que j'ai fait du crossfit pendant 10 ans. Oui. Ça nous met la pression un peu, on n'atteindra jamais ce niveau. Alors, Jérémy, je crois que la séance de rétro gaming, au-delà du film dans son ensemble, a vraiment impressionné tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du travail sur le rétro gaming qui a été fait? Et j'en profite dans le chat, n'hésitez pas à envoyer vos questions, je suis le chat et on va relayer toutes vos questions à l'équipe. D'accord, mais alors c'était pas la première fois qu'on faisait ce genre de travail-là. Mais l'idée, alors je réponds du coup à David et Aurélie. Alors c'est vrai que ils sont un peu les personnages sont un peu stylés justement, un peu comme ce qu'on voyait nous à l'époque dans les jeux vidéo, donc des persos super musclés tout ça. Donc j'ai peut-être un peu abusé là-dessus, mais sinon voilà. Ouais. Mais après pour le travail, bon c'était ça s'est fait, on va dire, ça s'est fait progressivement. Donc, avec Mathieu, on s'est donné un peu une trame. On s'est donné un peu une trame de direction à faire. Après, un peu comme de l'animation traditionnelle en 2D, les personnages que vous voyez, dans leurs animations, il a fallu faire à chaque fois des dessins sur une série de dessins pour faire des animations. Donc, il y avait un peu d'animation traditionnelle dans ce projet-là. Et puis du coup c'était aussi l'occasion un peu de ce qui était inspirant, c'est que je vois des références qui ont été citées dans le channel, dans le chat, et c'est vrai que c'était un peu ça qui servait de base aussi, c'était de se dire tiens, à l'époque qu'est-ce que j'avais comme jeu, qu'est-ce que j'aurais voulu voir comme jeu, donc c'était cet exercice émotif. L'idée, c'était de faire cette séquence, c'était que au départ, ça liait à un problème budgétaire aussi. C'était qu'on s'était dit, il faut qu'on fasse venir les cyborgs à la rescousse, et quelle idée. Et je me suis tourné vers Rémi, j'ai fait, c'est un job pour toi. Et du coup, au final, ça a demandé pas mal de boulot. Il égale dans la séquence, Jérémy. Donc c'est un vrai bonheur. On est très fiers d'avoir nos personnages de jeux vidéo. Et vous? Et nos jouets TFE. C'est dans la classe. Il manquait juste à faire un Lego, hein, et puis après on est une peluche aussi. et puis évidemment les cartes collector, hein, je les remontre. Les cartes collector des personnages, vous pouvez les gagner ce soir. Il y aura le gros lot à gagner, le combo Maze Brothers avec l'affiche, le t-shirt, le pin. Je le répète, n'hésitez pas à donner pour l'association Rêve de Cinéma et vous pourrez participer à ce tirage au sort. Petite question pour notre ami Mathieu. Qui est derrière ce projet, donc avec Jérémy et avec Sébastien Petitjean. Ce film, en fait, il remonte à ta jeunesse, à tes années lycée. Tu avais 15 ans et tu as réalisé un film qui s'appelle Le Soldat cybernétique. C'est sûr que j'en avais parlé, ça allait me revenir. Sûr. En fait, l'histoire de Maze Brothers, c'est avant tout une histoire de copains d'enfance. En fait, Jérémy, on se connaît depuis. Personne n'arrive à croire ça, mais on se connaît depuis l'école maternelle. On est amis depuis ce temps-là. Et David, Sébastien et Cyril qui fait Gareth, on se connaît depuis le collège et on fait des films depuis cette époque-là. En fait, on a toujours fait des films, on filmait le caméscope de nos parents et on faisait nos films. Et donc voilà, donc en fait on a commencé à faire des courts-métrages comme ça, et à l'époque j'avais effectivement un mardi soir était passé Terminator sur TF1 je crois, et j'avais vu le lendemain, j'étais allé voir David, on était au collège ou au lycée, je sais plus, et je lui avais dit écoute, il faut qu'on fasse un film à la Terminator. Donc à cette époque-là on a tourné un film qui s'appelait le Soldat cybernétique, et lui faisait le méchant, David faisait le robot. Mais c'était très pathétique. On était en première. En fait, on a une partie du casting qui est présent dans le film qui faisait ce film. Alors peut-être dans le making-of, je distillerai quelques petites images de ce court-métrage qui est assez rigolo. Voilà. Donc oui, ça date. J'avais vraiment envie de rendre hommage au film depuis ces années-là. Alors tout à l'heure, Aurélie, tu parlais de justement si tu avais vu ce film étant jeune et de ce modèle de guerrière badass. Est-ce que justement les Ripley, les Sarah Connor, ça a été une inspiration pour toi pour notamment on appelle le body language
Oui. ce qu'il faut faire ressortir à l'écran. Il y a notamment un plan magnifique où il y a une lumière qui vient de derrière, là, quand les portes s'ouvrent et que t'as ton gun. Est-ce que voilà, c'était deux grosses références pour toi? Oui, tout à fait. C'était des références. On en avait bien parlé avec Mathieu. Et quand j'étais prise pour ce rôle, du coup, j'ai refait toute la série des Terminator, entre autres, pour me mettre bien dans l'esprit du personnage. Et Dave, toi, j'imagine que du coup, c'était à la fois un peu de Michael Biehn. Non, ouais, enfin, un petit peu tout ça, toutes les références des gros films avec les héros un peu badass. Ah bon, après, j'ai été beaucoup coaché, drivé par Mathieu pour chaque séquence qui m'a repris un bon nombre de fois pour que je corresponde bien à la personne qu'il voulait avoir. Mais ouais, là, c'est tous les héros des gros films blockbusters américains des années 80-90. Où tu as envie d'être dans leur peau, et là, du coup, j'ai eu la chance de l'être. Alors, j'ai vu dans le chat. Pardon, je t'ai interrompu, excuse-moi. Non, c'est vrai. Non, il y avait une remarque dans le chat au niveau du son des souffles. Alors, vous pouvez, si jamais il y a des souffles un peu trop forts, jouer sur les sons des différents écrans vidéo. Vous avez juste à mettre un visio en surbrillance et à baisser, voilà, si c'est un petit peu trop fort pour vous. Je signale à l'équipe du film et à Mathieu que Aurélie, dans le chat, voudrait vous interviewer. Donc, je crois qu'elle a laissé son mail. N'hésitez pas à le récupérer. Elle voudrait vous interviewer pour son site. Alors, il y a une question de Colbert, de Mourad. À quand la suite? C'est vrai qu'on nous en parle beaucoup et on a laissé une fin ouverte. Voilà, un peu c'est vrai que c'est un peu pour ça. Maintenant, je sais pas quand la. Enfin, c'est pas très promo en fait de dire qu'il y aura une suite, il y aura pas une suite. Cette ouverture à la fin, c'était plutôt pour donner, faire en sorte que les personnages sortent de l'écran et appartiennent au public. Je sais pas s'il y aurait vraiment grand chose à raconter sur une suite. Maintenant, si les gens la réclament et que c'est pertinent de la faire, oui, c'est avec plaisir. Il y aura toujours quelque chose à raconter. Kawen a la réponse. La suite, c'est le livre de recettes. Voilà. Bonne idée. Ça peut être une bande dessinée, ça peut être un dessin animé, on peut suivre les aventures de Barry. Donc il y a plein d'ouvertures, hein, carrément. Et en parlant de livres de recettes, pas mal de gens ce soir se demandent, voilà, est-ce qu'on pourrait avoir un jour la recette complète? Alors je la garde secrète, je suis désolé. Mais secret de famille que on tient de génération en génération, et peut-être s'il y aura un d'eux, vous la verrez, mais peut-être. On sait qu'il faut du sang et des tomates, quoi, si j'ai bien compris. C'est la base. C'est la base, c'est ça. Alors, il y avait une question de Savitri, et c'est vrai que c'est un des gros points forts du film. Ces décors incroyables, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot à la fois en termes de réal, en termes de photos, enfin en termes même de repérage? Où est-ce que vous avez trouvé ces endroits un peu fous, que ce soit le barrage ou l'espèce de zone là, qui ressemble au cyborg de Jean-Claude Van Damme? Et en tant que comédien, de tourner dans cet environnement-là, comment vous avez vécu ça? Donc, question un petit peu pour tous les quatre. Je vais commencer avec les décors, moi, comme ça. Alors, c'est tourné dans le sud de la France, donc dans le Var. Du coup, on a tourné dans des friches abandonnées qui sont un petit peu dans le coin. Donc, ouais, il y a eu du repérage. On est quand même allé faire des essais. Donc, voilà, donc il y a eu un gros repérage. On a tourné plusieurs journées dans ces endroits-là, et c'est vrai que c'était parfois un peu glauque. Il y a eu des très longues journées où on a fini la nuit, et dans ce genre d'endroit, on fait pas les fiers. Et en termes de photos à éclairer, parce que la photo est vraiment sublime de bout en bout, quelle galère ça a représenté, Jérémy? En fait, la galère, c'était surtout une question de temps. C'était pas forcément si, il y avait un peu une question de lieu, parce que forcément on devait travailler sur batterie, donc on n'avait pas le confort de travailler dans un studio, voilà, ou dans des endroits où on avait le courant facilement, donc il fallait faire attention à ça. Mais ce que je me souviens, c'était surtout une question de temps. C'est vraiment, il fallait qu'on enchaîne les plans, fallait enchaîner les... par rapport à moi, j'avais pas vraiment Et une idée en tant que c'était complètement glauque, enfin, ça doit permettre à fond dans l'histoire. Oui, ça aide bien, en effet. Mais c'est chouette.
Les décors, c'est vrai que Mathieu a trouvé à chaque fois des lieux qui étaient géniaux et hyper. Le barrage à la fin, le barrage est mal passé, donc c'est très juste. Et ça aussi, enfin, on a marché pour aller jusqu'à la scène. Oui. C'est hyper impressionnant quand tu t'imagines ce qui s'est passé là-bas. C'est super impressionnant et c'était une belle balade et une belle séquence à faire, en plus avec le drone pour nous filmer. C'est Eric Goron qui nous a fait les vues qui sont Ouais, magnifiques. c'était vraiment sympa. Impressionnant de... Ouais. Et tourner avec ou sans autorisation? Ou on le dit pas, je ne sais pas. Je sais pas s'il faut le dire. On va dire des autorisations, forcément. Alors, Mathieu, j'ai vu qu'au générique, il y avait une certaine Gisèle Caillet. Il faut que tu nous racontes cette histoire fabuleuse. Qui est Gisèle Caillet? C'est donc quelqu'un de ta famille? Ça, ouais, il paraît. On voit la première vue en subjectif du cyborg. Il y a les contributeurs qui ont participé pour être présents dans cette séquence, plus Mamie. Voilà. Donc, gros bisous à Mamie. Bisous, Gisèle. Tu parlais du gore. Pendant le film, il y a eu plusieurs remarques de Maha, que je salue, parce qu'elle était très active sur le chat, qui disait ouais, la cervelle trop bien faite, et puis il y a de la tripaille, il y a un œil arraché à un moment. Comment vous avez travaillé sur cette partie goresque du film? Il y a eu quand même une maquilleuse qui nous a fait pour l'œil, c'était un maquillage, un vrai maquillage fait par une artiste. Et après la partie, ça c'est toujours pareil, c'est qu'on a la femme de Dave a un bon boucher qui nous a donné quelques. On a sympathisé avec le boucher en bas de la rue et on lui a dit on tourne un film, est-ce que tous les abats que vous vendez pas, vous pourriez pas nous les donner? Et il nous a fait un petit sac et Mathieu est allé les récupérer un jour avant le tournage. Ça a été très dur parce que la séquence des tripes, c'est Sébastien et France qui étaient aussi qui s'occupaient de la régie avec nous et qui étaient en train de remplir un boyau pour faire les boyaux de la fin. Enfin, c'était voilà. Si on avait pu avoir un artiste et s'offrir un artiste pour tout faire voilà, on l'aurait fait en prothèse, mais on n'avait pas les moyens. Donc voilà. Mais on a mangé tout ce qui est sorti, on les a mangés après, bien sûr. Il y a dans le film des séquences de combat vraiment hyper bien foutues, aussi bien pour Aurélie que pour Dave. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre collaboration avec l'équipe de cascadeurs qui a bossé, donc c'est la Team Cascade 31, si je ne me trompe pas, oui. Qui ont notamment fait le fameux kick à la Jean-Claude Van Damme, à la JCVD. Voilà, et comment vous avez travaillé avec eux et qu'est-ce que vous avez appris et retenu de votre boulot avec eux? Bah déjà, leur travail était vraiment impressionnant quand ils ont commencé à s'entraîner et à tourner les premières séquences avec Mathieu. Et surtout hyper accessible. Ils nous ont formés, si je puis dire, en peu de temps. Ils ont été hyper à l'écoute, en nous donnant des conseils vraiment pour qu'on puisse rentrer dans l'action. Et du coup... on était super impressionnés par le résultat. Voilà, quand on n'a jamais fait de cascade, c'est vraiment une chance de pouvoir s'y atteler et d'être bien encadré comme ça. Ouais, ils ont pris le truc. Enfin, on était spectateurs et puis on était tous avec nos téléphones à les prendre en photo quand ils sautaient dans tous les sens. Non, c'était super impressionnant. Puis ils sont vraiment géniaux. Ils sont venus comme ça. Alors nous, on est basé à Toulon. Ils sont venus de Toulouse. Ils ont fait la route et ils sont mis un bon enfer aussi parce que la dernière fois, on avait fini bien tard. Et non, ils sont géniaux. Merci les gars. Ouais, merci beaucoup. C'est une belle équipe et ils sont très motivés, ils font de très belles choses. Ils nous ont fait même des shows pendant les avant-premières ciné. Et ça a été un bonheur de travailler avec eux. Je pense aussi à David qui a été doublé sur les séquences de coups-pieds. C'est pas David qui fait ce n'est pas moi. Je casse le mythe, mais il est doublé par Thomas Bouet qui est un peu un spécialiste du kick. Et qui nous a resservi. Alors j'arrivais, moi c'est simple, j'avais les cascadeurs, je leur disais tu peux faire ça, et là tu peux faire un kick de Van Damme, et il s'exécutait, il me le faisait, donc c'était fabuleux. C'était incroyable. Il y a eu aussi dans le costume du cyborg, Manu aussi pendant la séquence de combat, il y a eu plusieurs personnes qui l'ont joué, mais c'était très difficile pendant les séquences de combat, parce que le masque
étouffant, quoi. Donc du coup, il y a une belle performance aussi pour ça, pour rester dans le costume. Donc, ouais. Une question pour Jérémy de la part de Zekium, une question à la fois de photos et de mise en scène. Avez-vous triché sur certains plans pour simuler l'effet années 80, genre contraintes techniques qui empêchent l'utilisation de caméras d'époque? Question très technique. Alors en fait, il faut savoir qu'on n'a pas forcément, après pour le matériel, c'est-à-dire ce qui est caméra, on n'a pas forcément tourné avec des caméras de l'époque. Mathieu va me répondra mieux par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'en post-production, pour ce qui est du traitement de l'image, oui, effectivement, on a dû travailler avec, on va dire, des effets numériques pour donner ce style. Après, pour tout ce qui est maquette, tous les passages que vous voyez de situation, où, notamment au début, on voit le monde futuriste avec les machines, et à la fin, la base. Ça, par contre, ça a été tourné vraiment avec des maquettes, et il y a quasiment... il y a peut-être des effets, on va dire, de fumée, mais c'est vraiment ce que vous voyez, quoi. Enfin, en tout cas, on l'a tourné vraiment comme à l'époque, quoi. Ça, par contre, oui. Il y a un gros travail sur l'image en post-production pour donner cet aspect un peu granuleux, vieux film. Donc ouais, on bricole ça beaucoup sur toutes nos vidéos sur la chaîne, justement. Donc ouais, c'est un peu notre petite patte. On essaye vraiment de donner vraiment l'illusion d'un vieux film de cette époque-là. Et l'illusion, elle marche aussi avec la musique. C'est, je crois, quelque chose qui est revenu pendant toute la projection. Un petit mot sur le son rétro wave et cyberpunk proposé par donc c'est Météor et Fiction. Oui. Alors, comment vous les avez rencontrés? Ouais. Comment ils ont œuvré avec vous sur cette BOF? C'est des artistes avec qui on avait déjà collaboré sur notre précédent court-métrage Rage of Fire. Pour Rage of Fire, on avait puisé directement dans leur catalogue parce que ce sont des artistes de synthwave, c'est un courant, pour ceux qui connaissent, qui est électronique et qui fait des sonorités assez rétro, qui font penser aux années 80. Je résume toujours très mal ce courant-là, mais c'est pourtant quelque chose que j'adore. Et on avait deux artistes qui faisaient deux styles différents. On avait d'abord Météor, qui est un artiste colombien. Et là, pour ce film, il a vraiment composé de A à Z tout un score. Ils ont fait la moitié du score chacun, lui et Fiction. Lui plus dans Météor plus dans un côté, on va dire, enjoué et dynamique, un peu, pour la partie pour le côté humain en fait du film. Et Fiction, lui, il est plus dans un côté, ce qu'on appelle un mouvement un peu plus cyberpunk, qui collait très bien, qui contrastait très bien avec les sonorités de la machine et du monde dans lequel nous plonge le film. Donc on a vraiment eu un travail sur ces deux artistes. On a aussi pour la chanson de fin, ça a été composé donc par Météor, et on a eu un chanteur Magic Dance qui est un chanteur de rock mélodique basé à New York. Et moi, j'aime beaucoup ces musiques de fin de générique. Il y a que ça dans ma voiture. D'ailleurs, si vous montez dans ma voiture, vous êtes à chaque fois plongé dans un générique de fin de film. Et j'avais vraiment envie de retranscrire ça. Et voilà, on adore. Et je pense que dans le chat, j'ai l'impression que tout le monde a beaucoup aimé le dernier morceau aussi. Et ça me fait beaucoup plaisir. Vous l'écoutez, vous, en boucle maintenant, la BOF, Aurélie, Dave, c'est pareil, elle est dans votre voiture? Oui, oui. Ouais. Du coup, elle est disponible sur Spotify et c'est sûr que oui, je me suis mis à l'écouter en boucle assez fréquemment, mais Météor et Fiction sont vraiment géniaux et c'est vrai que leur musique sert énormément le film. C'est vraiment génial ce qu'ils ont fait. Et est-ce que vous avez gardé vos guns? On a dû les rendre à Mathieu. On les a rendus. Celui-là, tu pouvais pas leur laisser leurs guns? Il a essayé. Je récupère tous les guns. Dès qu'on tourne avec moi, on laisse les guns à la maison. Alors, les guns, il faut préciser parce qu'à l'écran, ça rend super bien. Donc Mathieu m'avait dit que ce sont des nerfs peints en noir, c'est ça? Il n'y a pas que ça. Il y a une partie où effectivement j'ai pris des nerfs parce que ça fait bien la blague et quand on n'a pas de budget, excusez-moi, mais un nerf c'est futuriste, un coup de peinture, un peu de bricolage et ça le fait. Mais sinon on a un artiste quand même qui nous a fait les accessoires qui s'appelle Steph Fabio et qui en a fait quelques-uns, notamment la Gatling à la fin. La sulfateuse. Comme dirait The Mask, la sulfateuse. C'est ça, qui est une réplique du film Terminator et qui, c'est Steph Fabio qui a fait aussi le robot du T800 hommage qu'on a mis au début du film, par exemple. Non, on a quand même eu un accessoiriste qui nous a proposé de jolies choses, mais il y a aussi ces nerfs qui sont utilisés beaucoup, mais qui font la blague.
Oui, mais qu'il faut aussi la blague parce que en termes, je parlais tout à l'heure du body language d'Aurélie et Dave, c'est qu'il faut simuler le fait que ça pèse lourd ou qu'il y a du recul alors qu'en fait, il n'y en avait pas. Donc voilà, comment on travaille pour simuler le fait que c'est une vraie arme? Bah, moi, j'étais la plus nulle à cet exercice-là, clairement. Je crois que je reviens de loin, vraiment. Disons avec Mathieu, on tourne depuis pas mal de temps maintenant et on majoritairement des films d'action. Donc le recul des armes, j'ai appris à le simuler. C'est ça. Donc, j'ai un peu mieux géré qu'Aurélie. Oui, clairement. Quand on était gamin, on faisait les bruits avec la bouche, et ben là, on a juste enlevé les bruits avec la bouche, et voilà. Alors, avant de passer à un premier petit bonus, j'avais une dernière question qui nous fera une bonne transition, une question de fil pour Jérémy. Le logiciel utilisé pour la séquence de rétro gaming et combien de temps pour la réaliser? Tu avais un petit peu répondu tout à l'heure. Oui, alors pour les logiciels, c'était donc j'ai utilisé principalement Photoshop et After Effects, ouais c'est ça, et Cinema 4D. Alors vous voyez que dans la scène, dans la séquence, il y a un robot qui fait un peu office de Big Boss à la fin. Donc celui-là, il était réalisé avec Cinema 4D. Et pour le temps, alors je suis désolé parce que c'est une question qu'on m'a posée et j'ai vraiment eu du mal à le quantifier parce que ce travail-là, j'ai pas travaillé tout le temps dessus, mais il a été vraiment étalé sur une longue période. En tout cas, j'avais commencé à travailler pendant un moment, puis après j'avais mis ça de côté pour travailler sur d'autres séquences, donc je pourrais pas vous dire vraiment le temps que j'ai passé là-dessus. Je voudrais pas vous dire de bêtises, quoi. En tout cas, j'ai pas compté mon temps vu que je m'éclatais dessus, donc voilà. C'est ça, c'est qu'on a du mal à quantifier le temps. J'avais annoncé 8 mois de post-prod, mais en fait, on l'a fait en parallèle et on n'a jamais compté. J'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'on est toujours sur le montage de ce film. Et j'ai l'impression que c'est pas fini. Mais si, c'est fini, Mathieu, c'est fini. En tout cas, le résultat est vraiment bluffant. Et si justement vous aimez le rétro gaming et l'action, et ben le petit bonus qu'on voulait vous montrer si vous ne l'avez jamais vu, c'est un film qui s'appelle Rage of Fire 2, porté notamment par Sébastien Petitjean, qui meurt beaucoup trop vite dans Cyborg Deadly Machine, je le redis. Alors, Rage of Fire 2, s'il fallait le pitcher, j'ai le pitch quelque part, j'essaie de le retrouver. Non, je l'ai perdu, c'est pas grave. S'il est là, rien ne va plus à Awesome City, alors que le sombre Mr. Gunn et ses sbires ont kidnappé sa sœur Gina. Axel vient faire le ménage grâce à son skateboard, son Walkman, ses flingues et sa légendaire Rage of Fire. On regarde ça et puis on se retrouve juste après pour la suite de vos questions. À tout de suite. La rage du feu 2. Ici, il faut jouer pour survivre. Voilà pour Rage of Fire 2. J'ai vu beaucoup de gens très très enthousiastes et comme je vous comprends parce qu'on peut être qu'enthousiaste devant tout ça, ils disaient insert coin to continue. Eh bien, il nous reste encore quelques vidéos Maze Brothers à découvrir. Ce sera dans quelques minutes et on est très content donc de partager cette soirée avec la team Maze Brothers. Pour revenir sur Cyborg Deadly Machine, Christian, dans le chat tout à l'heure pendant la projo, avait essayé de commencer à lister toutes les références. Ça me semble impossible. Quelle référence vous avez envie de partager les uns et les autres, et en tout cas des films qui vous ont marqué et qui se retrouvent en clin d'œil dans le film? On va commencer par Aurélie. Est-ce qu'il y a des références particulières des années 80? Il y en a beaucoup. Après, voilà, comme ça a été cité, il y a pas mal de références à des films comme Terminator ou Predator. Voilà, moi j'étais plus à l'époque plus dans les Goonies et des choses comme ça. Quel grand film. Voilà, du coup je m'y suis mise plus tard, mais en tout cas il y a plein de références et certaines à des films que je connaissais pas et du coup ça m'a permis de les découvrir. J'en profite pour dire qu'une des Goonies a récemment eu 50 ans cette semaine, et donc ça vous fait réaliser l'âge qu'on a nous, et on ne s'en rend pas forcément compte. Alors, parmi les autres références, moi j'ai entendu notamment un son que j'adore, le son de Demolition Man.
le petit son de l'alerte de Demolition L'alerte, Man. ouais, Et- quand on dit un gros mot dans Demolition Man, on a l'alerte qui sonne, c'est ça. Voilà, exactement. Toi, Dave, voilà, sur quel petit clin d'œil tu t'es retrouvé? Enfin, est-ce que, en gros, tout ce qu'il y a là-dedans, tu l'as vu? Et est-ce que c'est forcément des références qui te parlent? Bon, il y a énormément de références. Il y a des références cinématographiques, il y a des références de jeux vidéo, il y a des références de dessins animés, il y a des références comiques. Donc on pourrait en sortir des pelles et des pelles. Moi, il y en a une celle de la poêle. Alors, quelqu'un a dit, je me souviens plus qui, dans le chat, c'était pour réponse. C'est vrai que dans réponse, il met un coup de poêle aussi, mais c'était plus pour le jeu PUBG. C'est toi qui l'as trouvé cette idée d'ailleurs. Hein, ouais. Voilà. Quand on tournait, il me disait pour la bande-annonce, il me dit bon, il fait une sauce, ok, mais on cherchait un truc, un ustensile qui pourrait lui donner de la consistance. À l'époque, on faisait le projet. Et tu jouais à l'époque à ce jeu et tu me dis la poêle, moi je connaissais pas. J'ai dit très bien la poêle. Et du coup, on a utilisé la poêle comme ustensile. Ça fait partie des références aux jeux vidéo. Le personnage la mitraillette scientifique aussi. Ah pardon. Il y en a tellement. Comme tu parlais des ustensiles, justement, ça me fait penser tout à l'heure là dans le chat, il y avait un mec qui parlait de la mitraillette que Alex a à la fin de Cyborg, la fameuse chain gun qui tourne. Et c'est vrai que c'est une arme assez typique de l'époque. On la voit dans Predator, dans Terminator. Enfin, moi, c'était une arme qui m'avait bien marqué à l'époque, ce genre d'ustensile là. Mais le plan est récupéré de Predator, me semble-t-il, non? Ouais, c'est la punchline vraiment dans Predator j'ai mangé le nom du moustachu qui tire avec sa sulfateuse. En anglais, il dit It's payback time et il arrose. D'ailleurs, sur la version anglaise, c'est ce que le dit le personnage d'Alex. It's payback time. C'est Jesse Ventura, devenu depuis gouverneur du Minnesota, figurez-vous. C'est Jesse Ventura. Voilà, Predator, ça mène à tout. Ça se lance dans la politique. C'est les États-Unis. Si dans le chat vous n'avez jamais vu Terminator, vous allez me rattraper ça ce week-end. Il faut, il faut absolument voir Predator une fois dans sa vie. Ah oui, c'est des films incontournables. Hein. Exactement. Est-ce que on vous parlait de la poêle? Est-ce que tu as gardé la poêle, Dave? Tu n'as pas gardé les armes, mais est-ce que tu as gardé la poêle? Écoute, j'ai gardé la poêle. J'ai la poêle, je dois l'avoir dans la cuisine. Y aura-t-il un spin-off sur la poêle ou la poêle reviendra-t-elle dans la suite? Écoute, peut-être. Un film dédié à la poêle, d'ailleurs. Il pourrait y avoir un film. On a bien fait parler une petite télé, on peut faire parler une poêle. Alors, en parlant des références, c'était une question que je t'avais posée, Mathieu, quand on s'était parlé pour une petite interview. Comment on trouve le bon équilibre pour pas que ça fasse uniquement un film de fanservice et qu'il y ait quand même une histoire qui soit racontée au-delà des clins d'œil? Parce que c'est un équilibre qui est assez compliqué à trouver. Si on passe son temps à faire des clins d'œil aux spectateurs, au final, on sort du film. Donc, comment on arrive à doser ça? Il faut ce que j'avais expliqué justement, c'est que nous on aime faire quand même un espèce de patchwork un peu de cinéma là, de cette culture là dans Mass Brothers. Donc on a prolongé en fait ce film, il a un prolongement de ce qu'aurait pu nous offrir un Terminator. C'est-à-dire le monde apocalyptique qu'il y a dans le futur. Et moi, c'est ça qui me fascinait dans l'univers qu'avait commencé à créer James Cameron, mais qui m'a pas été donné dans la suite des Terminator. Il a été fait un film Renaissance qui en parlait, qui le traitait, mais que moi j'apprécie personnellement. Mais je voulais en voir, j'aurais bien aimé voir un film de James Cameron dans cet univers-là. Et du coup, on a essayé de doser et d'amener un peu toute cette culture un peu de cinéma années 80, 90 et de saupoudrer de quelques éléments pour faire comme si le spectateur y vienne et on lui fasse revivre un petit peu cette période et lui donner envie surtout d'aller voir ces films cultes. Peut-être que au fil des années, maintenant, on s'éloigne de ces films-là, comme le premier Terminator. On se souvient surtout du deuxième, mais on a tendance à oublier que le premier est un chef-d'œuvre. Enfin, moi, j'adore ce film. Et j'avais envie de réinstaurer tous ces codes. Donc, c'était surtout une invitation à prolonger l'histoire et l'immersion du cinéma que j'affectionne. Cinéma que nous avons découvert en VF beaucoup.
Et le son des années 80 et les voix sont très importantes dans Cyborg Deadly Machine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce travail vocal emmené par notamment Jean-François Vléric, Éric Legrand, Marc Lesser, Michel Vignier? Alors oui, ça, on a eu des invités. En fait, c'était une volonté dès le départ. Ce que je voulais, c'est que les deux personnages principaux dans l'histoire, ils rencontrent le personnage de Stacy et le personnage réaliste. C'est-à-dire que ça pourrait être Monsieur Tout le Monde. En fait, ça pourrait être vraiment il y a un côté réaliste dans sa façon de réagir à l'histoire. Et au fur et à mesure, viennent s'installer des personnages en couleur et des personnages de bande dessinée à travers Alex Rain, à travers Garrett, à travers le petit Barry. il y a Barry. Et en fait, j'avais envie qu'à travers ça, on découvre un petit peu le folklore du cinéma que moi j'ai vu en vidéocassette avec ces comédiens de doublage que j'aime beaucoup. Et j'avais envie justement on prolonge cette immersion justement à retrouver ces comédiens à travers des apparences des voix. Donc il y a effectivement Éric Legrand qui prête sa voix à Garrett, il y a Marc Lesser pour la voix du personnage de Booker. Barry, c'est le Jean-François Vléric. C'est Billy dans Gremlins et Johnny Five dans Short Circuit. C'est une petite référence. On a demandé pour Barry d'ailleurs la référence. C'est un peu ça, c'est un peu ce personnage de robot sympathique. Et Michel Vignier, que moi que j'adore, c'est une voix que j'adore depuis, qui était la voix de Choi Yun-fat, Mickey Rourke, et qui nous a fait, avec sa grosse voix, le narrateur. Et c'était dès le départ, quand on a pensé le projet, il fallait avoir ce casting, au moins avoir une partie de quelques invités comédiens, doubleurs dans le projet. Donc ça me tenait à cœur. Sachant que justement, je crois que mon micro sature, effectivement, on m'a signalé, et je ne sais pas comment régler ça, donc toutes mes excuses. Baissez mon son si jamais ça vous gêne trop, parce que là, je suis bloqué. Il est 23h. Je complète juste que par rapport aux voix, il y a Nicolas Gruber qui nous a apporté, à côté de ces voix connues, qui a fait un travail justement pour imiter d'autres voix connues, nous apporter d'autres voix connues. Donc c'est lui qui double les personnages au début du film, et du coup il limite la voix de l'acteur qui fait Schwarzenegger. Enfin, il limite la version française de la voix de Schwarzenegger. Et oui, voilà. Daniel Beretta. Donc aussi, oui, il y a aussi. C'est lui qui fait toutes les voix dans la première séquence, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. T'as trois personnages qui se parlent et c'est lui qui double toutes ces voix. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a on a fait des voix additionnelles justement par un comédien, c'est Nicolas Gruber effectivement, qui fait des imitations, mais on voulait en fait rendre un hommage. C'est-à-dire que c'était compliqué d'avoir tout un casting complet de voix. Ça a été dur à démarcher, surtout en plus on les a démarchés à l'époque pendant le confinement. C'était dur de toucher tout le monde, de faire les enregistrements. Patrick Poivet, du coup, on avait pensé le contacter, mais malheureusement il est décédé récemment. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On le fait, on joue l'imitation, on rend un petit clin d'œil quand même, on va jusqu'au bout. Et il a proposé, c'est pas forcément, il a essayé de donner une tonalité un petit peu à ses voix, mais c'est plutôt un hommage. Et on a créé à travers cette séquence essentiellement d'ouverture du film, où on a essayé de rappeler ces comédiens, mais à l'époque, quand ils étaient plus jeunes, avec leur voix de jeunesse, et il a fait un sacré travail sur ça, Nicolas. Voilà. Et séquence très importante, parce que quand le film démarre, en fait, si vous chopez pas le spectateur tout de suite pour lui faire adhérer au projet, à l'ambition, le film marche pas. Et la scène d'intro avec la voix de Michel Vignier, le texte qui s'affiche, le design, la musique, l'univers, tout marche dès la première minute, et on rentre dans la suspension de crédulité, comme on dit dans le jargon. Et c'était hyper important, j'imagine, de réussir cette première séquence. Et j'ai vu quelqu'un demander si c'était de la CGI ou comment vous aviez travaillé sur l'intro du film. Jérémy en a parlé tout à l'heure. Cette séquence de contexte, on l'a créée avec des miniatures, donc des petites maquettes, comme ça avait été fait dans le premier Terminator, puisque c'est une scène qui rend hommage directement au premier film. On va jusqu'au bout d'ailleurs, hein. On essaie de rentrer dans les baskets du film complètement là. C'était mon rêve de gamin et j'ai dit je le ferai et on l'a fait. Et vous m'avez aidé les copains, c'était cool. Du coup on a effectivement il y a cette immersion. Et Jérémy, si tu veux développer d'ailleurs sur la partie même maquette, tout ça. Du coup, alors, c'est-à-dire comment on a travaillé ou ce qui s'est passé. Oui, parce que la séquence est très réussie, donc on se demande est-ce que c'est fait par ordinateur, donc vous l'avez dit, par maquette, en résumé le boulot sur cette intro.
Tout à fait, ouais. En fait, au départ, on devait passer par une personne qui devait nous modéliser les maquettes. Bon, finalement, ça n'a pas pu se faire, donc on a dû un peu se débrouiller. Mais comme je disais tout à l'heure, du coup, on a tourné ça vraiment comme un vrai tournage, c'est-à-dire on a positionné nos maquettes. D'ailleurs, on avait déjà eu cette expérience dans un ancien projet avec des jouets. Mais du coup, je vous avoue qu'en tant qu'adulte, c'est assez trippant de se retrouver justement. On se croit un peu dans un jeu au moment où il faut positionner les éléments justement pour faire un peu son plan de ville et tout ça. Enfin, il y avait ce côté qui était un petit peu marrant. Mais voilà, on a tourné ça vraiment comme un vrai tournage. Donc à gérer de la lumière sur des maquettes. Et ça a marché plutôt bien. Ouais. Quoi. Ouais. C'est des choses qu'on ne fait pas, quoi, qu'on a appris sur le tas. Enfin, on s'était dit, Ouais. on tente le coup. Et j'espère que ça a plu en tout cas. Vous avez fait du Phil Tippett, nous dit Vaga, c'est exactement ça, Phil Tippett, l'un des génies hollywoodiens des maquettes. Ouais, merci. Tout l'imaginaire. On n'a pas une prétention, voilà, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Ça rend hommage à leur travail, hein, c'est clair. Clairement. Dave et Aurélie, vous avez connu le moment du tournage de vos séquences, mais vous n'aviez pas tout l'aspect musical, toute la post-prod. Voilà. La première fois que vous découvrez le film fini, est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là ? Oui. Moi, je me souviens surtout de la chance qu'on a eue de voir les 7 premières minutes tous ensemble. Et waouh, quoi, ça a été vraiment une énorme surprise. C'était un cadeau, quoi. Vraiment, on était hyper emballés par le résultat. Et évidemment, de le voir en entier, c'était encore, ça a multiplié le plaisir. Ouais, on s'était fait une petite séance cet été entre 2 confinements avec tout le staff en mode fin de tournage, et Mathieu et Jérémy nous avaient fait le cadeau de venir avec quelques séquences du film qu'on avait pu regarder tous ensemble, et ouais, ça donnait des frissons. On avait hâte de voir la suite, et puis quand on a vu la première fois, alors c'était ces coquins, ils ont bien gardé leur secret, ils nous l'ont pas du tout montré, et on l'a découvert le soir de l'avant-première, donc en live, moi au cinéma et Aurélie malheureusement chez elle, mais et là c'était un super moment, c'était génial. Ouais, des frissons, et de se voir là-dedans, c'est un énorme cadeau que Mathieu nous a fait. Tout à fait. Rien que le générique de début, déjà rien que ça, on était impressionnés. Les premières images, ouais, ça te met le frisson. Donc j'imagine que vous êtes partant pour le long métrage si jamais il se fait. C'est une question que posait François. Évidemment. Oui. Voilà, c'est officiel. Ils ont signé. Voilà, ils l'ont dit. Ça a été enregistré. Alors on parlait de la patte Maze Brothers. Vous l'avez déjà vu avec un moyen métrage Cyborg Deadly Machine, avec un court métrage Rage of Fire 2. Mais il y a plein d'autres choses sur la page Maze Brothers. Mathieu et Jérémy vous ont préparé un petit best-of. Vous allez voir des fausses pubs, des fausses bandes annonces, et surtout un film dont j'aimerais voir la version longue portée par un certain Mathieu Caillère. Vous comprendrez en voyant les images. On regarde ça et puis on se retrouve juste après. C'est notre dernière séquence bonus. Amusez-vous bien. Qui est-ce? Il est blond et porte des lunettes. C'est Joe. Les cheveux longs et une moustache. Alfred. Qui est-ce? Est-ce qu'il a un gros nez? Elle a les yeux bleus. Est-ce qu'il a des genoux? Il rougit quand il voit sa maman. Est-ce qu'il a un pli de coude? Est-ce qu'il a un poster de Gérard Rolls? Soit très habile, pas comme Bill ou Anita qui sent des doigts. Est-ce qu'elle a un nez de porc et un haricot sur la gueule? Est-il fan de Laurent Voulzy? Qui est-ce? Qui est-ce? Il est gros? Elle est vieille? Il est blanc? Il est noir? À toi de deviner qui a ses règles, des petits seins et une barbe. C'est Philippe! Qui est-ce? Qui est-ce? Un jeu MB. America Poulette Warrior 3, the best chicken movie ever. America Poulette Warrior 3, now on video cassette. It doesn't matter what comes, fresh goes better in life. With Mentos fresh and full of life, nothing gets to you, staying
Mentos, the Dead Maker. He's a good damn cop, and he loves justice. Paper, please. Okay. I've got the Mexican to set free. Close the door. Him, his best friend, and a dirtbag troublemaker? They're trying to live together in Campbell House. I spent the worst day of my entire life. Mafia? Ninja? Psychopath? Old lady? No, a rock in my shoe. Campbell's House premieres this Friday. Willy Love, ton nouveau compagnon intime. Willy Love est le premier sextoy entièrement articulé, ultra vibrant, et en plus, il te parle. Je vais te niquer. Frotte-le bien fort et Willy Love devient réel. Je vais te niquer. Simple à transporter? Emmène-le partout avec toi. Tu peux même le prêter à tes copines. Mieux qu'un homme, Willy Love assouvira tes moindres désirs et te chuchotera même des mots doux. Je vais te niquer. N'attends plus, et toi aussi, procure-toi ton Willy Love. Willy Love, ton nouveau compagnon intime. Pour l'achat d'une figurine, reçois en cadeau la peluche de Willy Love. Je vais te niquer. Piles vendues séparément. Je vais te niquer. À toi de devenir le maître du Maze Board Game. Avance avec tes chamallows et détruis les vampires ninjas venus conquérir l'Empire. Utilise la formule magique, ouvre la boîte de Pandore et libère la botte. Bleu, Jaguar. Benko. Oh non, la princesse Zora. Carte Robocop. Oh non, pas nous deux. Ne crois pas que tu as gagné, car une fois terminé, le jeu se retourne contre toi. Citron, je souris. Toi aussi incarne la puissance et deviens le maître. C'est le jour de la maman. 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 Une seconde sans fin, avec Bill Demeuré. C'est le jour de la maman. Ça va être la seconde la plus longue de votre vie. Spooky? Yeah, Boglins. Coming from another dimension, the Boglins are coming for dinner. And you are their next meal. Boglins the movie. They eat. Groovy. Coming soon in 3D. Somewhere in the jungle of a city, when the child is sleeping and shadows are falling, a woman walks alone in the cold of a street. When suddenly, two men on a run. Come on, girl. Give us all we need and all you got. And when the darkness falls and the lights going down, the baddest comes around. He comes, he kicks, they bleed. You saved my life. How can I thank you? Get out your temper and give me all I need. Kick and Jack, the most badass man, is coming to your town. Now, crime has a new enemy, and justice has a brand new face. Give me all I need. But now, a face from the past has returned with a vengeance. The Dissolver is back.
For the first time on your cathodic screen, see the biggest fight in history between a badass and a most badass. Two men sold their business. He's stronger than death. How could you kill him? With this. You kill me once, you kill me twice. How about killing me a new time? I must kill your face to shut the fuck up of your big fucking motherfucking mouth. Starring John Flower as Kickin' Jack, John Hutton as the Disholder, and for the very first time, John Campbell as a cop. And Jean-Claude Van Damme as himself, but he's not in the movie. No! Kickin' Jack on video cassette next month. What the hell is going on here? Kicking Jack, we need your help. See very soon, Kickin' Jack 5, Army of Darkness. Stay tuned. Voilà pour ces petits bonus de chez Maze Brothers. Si vous cherchez à les voir, à les revoir, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à aller sur leur chaîne YouTube. C'est un vrai bonheur. Et moi, je veux voir un long métrage avec John Campbell. Il faut faire ce long métrage. Ça fait un moment que tu me le dis, mais peut-être qu'il y aura un petit court métrage sur John Campbell. On va quand même faire quelque chose avec son impère. Ou au moins la série télé, quoi. La série télé avec la le série petit télé, ouais, c'est vrai. Non, mais il pourrait y faire un truc décalé, mais c'est peut-être prévu ça, donc ça te fera plaisir, je pense. Le film Cyborg Deadly Machine va-t-il sortir en VHS? Je crois que c'était une question qui revenait et c'est une question que je me posais. Je crois que la bande originale est disponible en cassette. Oui. Alors, ouais. J'allais. Vas-y. C'est prévu. En tout cas, on peut déjà vous pouvez déjà le passer, le précommander la VHS. Et c'est en préparation. On a mis en place une boutique, justement, cyborgdailymachine.com. Et si ça vous intéresse, vous pouvez déjà la précommander. On peut faire la promo de nos accessoires. Non, mais vas-y. Et tu pourras nous raconter comment on fait faire une VHS en 2020, parce que ça m'intéresse. Ah ouais, ça oui, c'est. En fait, oui, effectivement, on a fait cette boutique parce qu'au départ, c'est quand même un film qui a été financé par 192 contributeurs. Hein, donc, on leur doit des contreparties. C'est le principe d'un crowdfunding. On fait un film, et en échange, on vous propose quelque chose. Et là, effectivement, dans les contreparties, il y a le Blu-ray, donc qui sortira en Blu-ray le film. La VHS, c'était une contrepartie, donc on la propose aussi sur la boutique. Comment on fait une VHS aujourd'hui? On passe des coups de fil, on se dit qui c'est qui a encore un magnéto, qui c'est qui peut faire une numérisation. Et du coup, j'ai un moyen de faire ça, donc il n'y a pas de souci, on pourra faire des belles VHS. Et voilà, on retrouve un petit peu plein de choses sur notre site. Et il y a même les figurines qui arriveront bientôt. C'est pour ça que je les montre. Elles sont là. C'est les petites figurines qu'on voit dans le film. C'est un artiste qui nous fait ça. On pourra aussi se les procurer. C'est des quantités limitées, mais voilà. Et pour la BO, elle va sortir en vinyle. Et l'éditeur, il va nous faire aussi le format cassette. Ça se fait beaucoup dans ce courant musical qu'est la synthwave. C'est souvent ça. On fait vinyle, cassette, on oublie le CD. Apparemment, le CD, ça marche pas trop et on n'en veut pas. Mais voilà, donc ça fera des beaux objets et on parlera de tout ça quand ça sortira. Peut-être le mois prochain, normalement. D'accord. Écoute, hâte de voir ça. J'en réserve d'avance. Hein. Je m'octroie ce droit. Dédicacé par chacun d'entre vous. Je veux une figurine de Stacy dédicacée par Aurélie, une figurine dédicacée par Dale. Je veux ça. On va t'organiser ça, un petit paquet.
sous le sapin. Voilà. Donc en tout cas, notre co-watch touche à sa fin et merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation. Je voudrais quand même laisser un petit mot de la fin. On va commencer par Aurélie. Voilà, un petit mot au chat. Ce que tu veux en fait. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour terminer cette soirée, la clôture? Merci à tous d'être venus si nombreux à ce premier co-watching et à cette projection de Cyborg. C'était un vrai bonheur pour nous de vous rencontrer et d'échanger avec vous ce soir. Et merci à Allociné bien sûr et à BIM. C'était un plaisir. Dave. Merci à BIM, merci à Allociné, merci à toi Johan. Un grand merci à Mathieu, mon pote à la compote de toujours, pour ce superbe film. Et merci à tous d'avoir été venus aussi nombreux et ça fait chaud au cœur. Voilà. Du côté de Jérémy, un petit mot? Merci à toutes les personnes qui ont assisté à cette séance, qui ont participé au chat. Donc c'était vraiment agréable justement d'avoir toutes vos questions, vos retours, un peu vos impressions. Donc moi j'ai passé un très bon moment. Et donc je remercie aussi BIM du coup et Allociné pour avoir permis qu'on puisse faire cette projection, cet événement. Et merci Johan du coup pour avoir animé la soirée. C'était un plaisir. Et du coup, moi je vais encore dire des merci, on fait que dire des merci. C'est vrai. Tu as un chat derrière toi, tu as un chat démoniaque de l'espace derrière toi. Oui, il veut me sauter dessus parce que je me suis pas amusé avec lui. Non, je tiens vraiment, franchement, je le dis du fond du cœur, mais je te remercie Johan parce que tu as fait beaucoup pour ce projet-là, pour nous. Enfin, tu me soutiens, c'est vrai, depuis de nombreuses années, et je suis toujours très ému quand tu fais cette première expérience, ce premier film avec la plateforme BIM. C'est un honneur en tout cas pour nous d'y avoir participé. Je remercie aussi énormément tes équipes chez Webedia, Allociné, même tu remercieras le monteur d'avoir fait ce petit teaser qui était vraiment fabuleux. Les gens de la plateforme Cyprien de BIM, et je remercie vraiment toute l'équipe qui a été derrière moi parce que ce film, ça a été vraiment un travail d'équipe et de passionnés. Beaucoup d'investissement, on parle de 12 000 €, mais ça n'a pas coûté ça, c'était plutôt de l'investissement humain surtout et du temps consacré au projet. Donc je remercie toutes ces personnes et j'espère qu'en tout cas le film continuera à vivre sur la toile et que le public a apprécié cette soirée comme j'ai vraiment apprécié, quoi. Ça a été un pur bonheur. Donc merci pour ce cadeau. Et un petit coup d'autopromo, si vous avez aimé Mass Brothers, partagez tout autour de vous pour diffuser le plus possible. Moi, je vais prendre la parole pour clôturer ce co-watch. Je vous avais laissé le mot de la fin, alors pas du tout pour recevoir des remerciements à Allociné ou même BIM, c'est que moi, je voulais très sincèrement vous dire merci pour votre confiance parce que vous nous avez confié votre bébé et on était très contents et très fiers de vous accompagner. On espère qu'il y aura plein d'autres productions Maze Brothers, c'est notamment un long métrage. Avec Mathieu, on se suit depuis longtemps et je le disais vraiment au début, des gens qui allient le talent et l'humilité, il n'y en a pas beaucoup dans le milieu du cinéma. Je le sais pour le fréquenter depuis 20 ans. Donc voilà, nous on était vraiment très très contents de cette soirée. Donc merci à tous les 4 d'avoir été parmi nous. Merci aux 41 autres membres de la team Maze Brothers et qui ont travaillé sur le film. Merci à Mamie, à Gisèle. Voilà. Sans qui ce film n'existerait pas. Donc bravo à tout le monde et je voulais remercier au passage évidemment la team BIM, Cyprien, Miaille et toute leur équipe. Merci de nous avoir accueillis encore une nouvelle fois ce soir. On espère bientôt vous proposer d'autres co-watch. On vous communiquera ça sur Allociné. Ça sera un grand plaisir. Merci à Andou aussi, je voulais le citer. C'est lui qui avait fait le petit teaser pour annoncer la soirée. Avec un teaser, avec une vraie bataille tease, et il avait vraiment assuré, donc merci beaucoup à lui. Et j'avais vu une spéciale dédicace dans le chat à mon Michel de Fort Accord qui est connecté, je crois, à l'instant T. Vincent, si tu es encore connecté, fais-nous signe. Je salue aussi. Je crois qu'il s'est bien éclaté, et peut-être qu'on fera un Fort Accord sur Cyborg des machines, ce serait un juste retour des choses. Mais l'émission risque d'être longue. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. On vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir été avec nous. Portez-vous bien et puis à très bientôt. Et allez sur mazebrothers.com. On m'a charrié, l'équipe m'a charrié parce qu'ils savent que j'ai un beau masque Robocop et ils me disent mets ton masque. Et mets-le. Voilà. J'ai terminé sur Robocop. Assume. Il est pas beau. Il est magnifique. Il est parfait. Il est magnifique et extrêmement crédible. Il a du rouge à lèvres en plus. Voilà. Et ils vendent ça. Ils vendent ça, les mecs. Et il y en a qui achètent. Et j'achète ça.
Bon, merci à toi, Johan, en tout cas. Et rendez-vous sur YouTube pour redécouvrir tout ce que fait Maze Brothers. Voilà, vous allez vraiment kiffer. Vraiment, il y a plein de perles à voir. Et là, vous en avez eu qu'un petit aperçu. À très bientôt, très belle soirée.